temps passe si vite. Ça fait 80 fois qu'on se rencontre, à peu près, sauf les tout jeunes, les nouveaux venus, qu'on se rencontre que pour essayer de décrypter l'actualité, les faits, la société, la culture, la musique. À part de musique, ça va, Christian? Tout bio, on sort du carnaval. Carnaval frénétique. Ouais. Frénétique? Mais manifestement, c'est un Je carnaval parlais qui a du tien. Ah non, cette année, j'étais un peu dispensé, mais notre formation, Charivari était présent, il a fait de belles prestations, en respectant le thème de la ville de Fort-de-France, les 4 éléments, dont on n'a pas suffisamment parlé, de mon point de vue. Mais enfin bon. Vous avez développé. Monsieur Barajo? Ben, j'ai pratiqué l'abstinence totale. Avant carême. Voilà, histoire de me préparer à, évidemment, ne pas respecter le carême. Je plaisante. En fait, tu as fait ton carême. Emmanuel? Bonjour. Non, carnaval tranquille. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Christian. Quand même. C'était le mot de la fin de l'introduction. Désolé. Je voudrais même vous faire chanter Happy Birthday. On ne te demandera pas ton âge. Non, mais il n'y a pas de problème. 25 ans, tout jeune. Daniel, ça va bien? Oui, ça va. Et puisqu'on est dans le carnaval, moi je voudrais tirer un grand coup de chapeau à toutes les municipalités qui ont organisé des manifestations, parce que et surtout à Fort-de-France, puisque c'est quand même là où il y a le plus de monde, mesure pas, je crois, suffisamment ce qu'il faut comme organisation pour accueillir tant de gens. D'une part pour les accueillir, et après pour que ceux qui arrivent le matin trouvent une ville propre. Ouais. Moi, je trouve ça époustouflant, et je pense qu'il mérite un grand coup de chapeau. Il faut donner les chiffres quand même, pour qu'on comprenne bien. Plus de 200 000 personnes. Plus de 200 000 personnes dans une ville. Bravo, félicitations. Sans qu'il y ait eu d'incident directement dans le carnaval. Absolument. On va en parler. Pour moi, je voudrais vous rappeler que le 24 février 2022, aujourd'hui nous sommes le 24 février 2023, les chars russes sont entrés en Ukraine. Les missiles pleuvaient, des milliers de civils ukrainiens se jettent sur les routes dans l'espoir de fuir. C'est le retour d'une guerre de haute intensité sur le sol européen, en Europe, la guerre, au lieu de civilisation, n'est-ce pas? Un an plus tard, alors que le président russe Vladimir Poutine promet un printemps de feu, la formule, printemps de feu, comme s'il n'y a pas eu le feu pendant toute l'année, la guerre continue de plus belle. Le gouvernement américain, entre-temps, a fourni 44,3 milliards d'euros, ou de dollars si vous préférez, c'est à peu près la même chose, d'armes et d'équipements durant cette année. 44,3 milliards d'euros. Imaginez le nombre de petits pains, le nombre de farine, le nombre de vivres et de denrées qu'on pourrait donner à l'humanité. Moi, je crois que l'Occident, je ne veux pas jouer au subversif, n'a de leçons à donner à personne. D'ailleurs, personne n'a de leçons à donner à personne sur cette terre. OK? Le soutien militaire à l'Ukraine est très controversé. On ne va pas rentrer là-dedans, on va passer à autre chose. Christian va nous parler d'une délinquance qui est en baisse dans les îles du Nord. Alors pourquoi on parle des îles du Nord? Vous avez compris, parce qu'on nous regarde, je le dis à chaque fois, et on nous regarde, et on nous commente même. Oui, ça concerne les îles du Nord et la Guadeloupe, où le commandant de la gendarmerie a fait une conférence de presse. Oui. Il a bien évidemment constaté que la délinquance est en baisse en Guadeloupe, mais toutefois que les actes violents sont 2 fois plus importants. Voilà. Donc il y a toujours un bémol. On peut aussi dire que la délinquance, les chiffres de la délinquance ne sont pas tellement plus élevés que la moyenne nationale, donc la Guadeloupe est dans la moyenne. 54 crimes et délits pour 1000 habitants contre 39 sur l'ensemble du territoire national. Il y a davantage d'homicides, de vols de main armée, de violences intrafamiliales, mais les vols à main armée, par exemple, sont en baisse depuis 2015. Voilà. Vous avez vu que ce sont les îles du Nord, donc Saint-Martin et tout ça, où il y a effectivement une criminalité assez forte. Je salue également nos amis de Saint-Martin qui ça je suis perplexe, Saint-Martin me dit on t'a vu, je dis, où, quoi, comment, c'est pas témoin. Parle-nous de ça a intéressé Martinique, ça, la fin du moteur thermique. Oui, c'est toi qui dois nous parler de ça. Oui, alors, vous savez que le monde est engagé dans une lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'on sait maintenant avec certitude que la planète va se réchauffer de 1,5 à 2 degrés dans les 20 prochaines années, malgré les efforts qu'on peut faire. Et donc l'enjeu maintenant, c'est de tenir juste cette augmentation de chaleur, qui sera de toute façon catastrophique.
parce qu'on ne le dit pas assez. Et donc, on est quand même dans un processus qui est engagé et qui oblige certaines décisions. Une d'entre elles consiste à interdire la vente de véhicules thermiques à l'horizon 2035, c'est-à-dire dans 12 ans, Oui. c'est demain, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'industrie automobile française, puisque je vous rappelle quand même que l'industrie automobile française emploie 900 000 personnes en France, donc c'est un enjeu considérable en termes d'emploi, et on demande à cette filière de complètement muter pour servir cet enjeu planétaire. Voilà, donc dans 12 ans, on n'aura plus le droit d'acheter de véhicules thermiques. Bien sûr, bon, on va continuer à utiliser. On va rouler. Alors, il y a mais en même temps, c'est intéressant parce que si cette décision est prise, je pense qu'il y a de bonnes raisons malgré tout pour pouvoir, même si c'est difficile et même si ça met en difficulté des filières entières. Il y a un économiste, on en avait parlé déjà lors d'une émission précédente, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui est un économiste écologiste. C'est lui qui notamment défend le nucléaire, en partant du principe que le nucléaire est une source énergétique qui, elle, malgré ses handicaps, elle ne participe pas au réchauffement climatique puisqu'elle n'émet pas de CO2. Et donc lui, il travaille sur un plan de transformation de l'économie en actionnant tous les leviers de l'économie. Et dans l'automobile, puisque c'est de ça qu'il s'agit, donc il travaille en particulier sur cette branche-là en expliquant aujourd'hui que 20% des émissions de gaz à effet de serre en France proviennent de l'automobile et que donc il faut ramener ça à zéro. Son ambition, c'est de décarboner complètement l'économie française, européenne et même mondiale, si jamais ce mouvement était embarqué tous les pays du monde, à l'horizon 2050. Donc c'est vraiment des échéances très courtes. Et donc lui, il milite par exemple pour dire interdiction effectivement des véhicules thermiques. L'État doit investir massivement en recherche-développement sur les batteries, parce que là, il y a un enjeu économique majeur. Et donc lui, il dit, mettez de l'argent là-dedans. Mettez de l'argent sur les micro-véhicules, parce qu'il n'y a pas simplement... on peut aussi réduire ces émissions en changeant de mode de transport, de mobilité, donc réinventons la mobilité, et y compris en intégrant le vélo notamment assistance électrique, dans la mobilité au quotidien. Donc, voilà. Et puis j'ai lu ce matin dans la presse que Elisabeth Borne lançait un plan d'investissement de 100 milliards d'euros sur le ferroviaire. Donc il y a de vraies mutations qui s'opèrent pour pouvoir réinventer une mobilité plus propre dans les 15 prochaines années. Dans le même ordre d'idée, le conseil d'administration de Géant Pétrolier, au banc des accusés, Mme Marceline. Oui, on peut se demander si les juges ne vont pas venir au secours de ceux qui luttent contre le réchauffement climatique. Et effectivement, on a appris que cette ONG avait porté devant la Haute Cour de justice d'Angleterre une plainte contre les 11 membres du conseil d'administration de Shell. Alors, cette ONG est membre du conseil d'administration et actionnaire de Shell, parce que c'est une condition de recevabilité pour pouvoir porter plainte contre un conseil d'administration. Et en fait, il reproche à ce conseil d'administration de n'avoir pas pris suffisamment de mesures pour pouvoir éviter les investissements dans les énergies fossiles et donc de ne pas préserver notamment l'accord de Paris qui prévoit de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour diminuer le réchauffement climatique. Alors à ça, Shell répond que 80% de ses actionnaires ont été d'accord pour sa stratégie climatique et que donc par conséquent on peut difficilement lui reprocher de ne pas avoir tenu compte des intérêts de l'entreprise. Sauf que, et c'est un débat qui commence à se propager dans la société, que l'intérêt dans l'entreprise, c'est pas seulement l'intérêt des actionnaires, c'est-à-dire l'intérêt des financiers, puisque effectivement quand une entreprise gagne beaucoup d'argent, a beaucoup de profits, elle en redistribue beaucoup, donc a priori les actionnaires sont... Mais il y a les actionnaires, et il y a l'entreprise, et il y a également l'objet social qui doit être pris en compte dans l'ensemble de la société. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe
avec des ONG françaises, cette fois-ci, vis-à-vis de la BNP, puisque après avoir mis en demeure la BNP en octobre, de moins investir dans les énergies, dans les sociétés, de moins soutenir les sociétés qui investissent dans les énergies fossiles et de développer davantage les sociétés qui investissent dans le développement durable. Après cette mise en demeure d'octobre, hier, elles ont assigné devant le tribunal judiciaire la BNP qui, on le signale, finance les plus gros géants comme Shell qu'on retrouve, mais on va retrouver Exxon, on va retrouver Total, etc. Et par contre, en France, ces ONG peuvent s'appuyer sur un texte qui est une loi de 2017, qui est une loi qui a un devoir de vigilance que les entreprises doivent respecter. Elles doivent, vis-à-vis de leurs fournisseurs, de leurs sous-traitants, vérifier qu'il y a un respect des droits humains, de la santé et de l'environnement. Donc, par conséquent, c'est sur le fondement de cette loi que le tribunal judiciaire de Paris est saisi. Il faut signaler qu'il y a eu quand même dans les 4 dernières années à peu près 1400 procédures qui ont été engagées partout dans le monde, aux États-Unis majoritairement, mais également en Europe, et que certaines ont abouti, comme par exemple la condamnation aux Pays-Bas de l'État, mais également en France, de l'État français, qui a été condamné pour n'avoir pas mis en œuvre de façon plus sérieuse les préconisations liées à la loi, à l'accord de Paris. Donc je pense que on l'a vu lorsqu'il y a eu un pétrolier, c'était Erika, l'indemnisation. La jurisprudence fait évoluer quelquefois la société parce qu'il y a des arguments qui sont avancés, il y a des avocats et des juges qui font avancer l'interprétation de la loi et ça permet d'arriver à des résultats plus, je dirais, qui sont plus profitables à la planète. Une petite phrase provocatrice à la Eddy Marajo, même celui qui ne pense pas ça, il va prendre le contre-pied de ce que j'ai écrit pour Antilla. Il est hors de question de concevoir le ventre des femmes comme variable d'ajustement du déséquilibre démographique, déséquilibre qui entraîne naturellement la réforme de la retraite. Vas-y, ma poule. Je sais que tu seras d'accord. J'attrape la balle au bon. Je sais que tu seras d'accord, je sais ça. Non, bien évidemment. Non, la réforme des retraites ne peut pas s'appuyer sur un argument comme celui-ci. C'est-à-dire que les changements démographiques que connaissent pour l'instant les pays européens, enfin les pays occidentaux de manière générale. Oui. Pays développés. Les pays riches, appelons ça comme ça, riches. Ouais, riches. Voilà. Ne sont pas forcément liés au désir des femmes d'avoir ou pas des enfants. Ça n'a rien à voir. Il y a un lien direct, et tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît, entre le niveau de revenu et le nombre d'enfants par femme. Okay ? Ce n'est pas les femmes qui décident d'avoir des enfants ou pas. Ce sont des êtres humains. Il y a une situation économique, parce que au-delà de l'envie irrépressible de faire des enfants, je ne sais même pas si ça existe, il y a les conditions dans lesquelles on peut élever un enfant, on peut lui donner de l'espoir, et on sait que malheureusement, il y a un paradoxe absolu, c'est moins on a de chances de survie, plus on fait des enfants, tout simplement parce que l'enfant est source, dans les pays pauvres, des sources de richesse. Les pays sous-développés. Les pays sous-développés. Oui. Je préfère pauvres et riches. On va aller pauvres, oui. Voilà. On n'emploie plus cette formule. Tandis que quand on est dans un pays riche, la notion un peu égoïste, mais tellement humaine, de confort, de prudence, de jouissance, de rationalité est plus forte. Ce qui veut dire qu'il y aura donc moins d'enfants, moins de cotisants, moins de travailleurs. Voilà. Alors, le pas est vite franchi entre, il est clair que si on fait moins d'enfants, comme tu viens de le dire, il y aura moins de cotisants, mais la réalité, c'est que de manière inéluctable, les pays riches ont besoin, malgré tout, de main-d'œuvre. Et c'est bien cette main-d'œuvre-là qui viendra mécaniquement, c'est déjà le cas. Un rapport récent de l'ONU indique que pour que l'Europe garde son même niveau de vie, il faut que dans les 10 ans qui viennent, pas
Tu vois, bon, 12 ans pour les moteurs, mais là, 10 ans, il faudrait qu'il y ait en moyenne 10 millions d'immigrés par an. Alors, sur l'ensemble de l'Europe, ce n'est pas énorme, puisque l'Europe, c'est 600 millions. C'est 600 millions d'habitants. Bon, 10%, c'est 60 millions. Donc, 10 millions, c'est tout petit. L'Allemagne a entamé ce processus-là en ouvrant ses frontières. Rappelez-vous qu'ils ont accueilli près d'1 million de Syriens. 1 million de réfugiés syriens. Des Turcs. Tu imagines ça en France? Marine Le Pen se suicide. Donc, il y aura, à terme, on va dire dans les 20 ans qui viennent, plus de 100 millions d'immigrés qui vont s'installer en Europe, et ce ne seront pas des Blancs. Qui ou palais. Et alors, donc, cette histoire de retraite, de déséquilibre démographique, à mon avis, c'est totalement conjoncturel. Ce sera un petit moment difficile à passer pour les gens d'extrême droite, mais l'Europe, en raison même de ce besoin naturel de développement démographique en lien avec la survie économique, va connaître, à mon avis, une période faste en matière de naissance dans les 20 ans qui viennent. Mais peut-être qu'on sera plus... Est-ce que vous pensez que nos auditeurs sentent le niveau que vous avez? Vraiment, je suis donneur de parole. Emmanuel, parle-nous de... Ça, c'est pour nous culpabiliser. Non, mais le niveau est bon. De l'appel aux gens qui était lancé par le commissaire, enfin par l'ONU, quoi, sur à propos de l'intelligence artificielle. Il s'appelle Volker Turk. Voilà, c'est le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Ouais. Et il lance un cri d'alerte concernant l'intelligence artificielle. Et il dit la dignité humaine et tous les droits humains sont gravement menacés. Voilà ce qu'il dit. Bon, donc une fois qu'il a dit ça, je pense qu'il pose un vrai problème malgré tout. Mais on en a déjà parlé beaucoup autour de cette table. On est dans une révolution qui est en train de bouleverser tous nos repères. Et c'est une révolution qui va plus loin que les révolutions classiques, puisque jusqu'à présent, les révolutions que l'on connaissait modifiaient nos environnements. Là, l'intelligence artificielle menace de modifier ce que nous sommes nous-mêmes. Donc c'est en ça que la dignité humaine à nous individuellement. Alors, il faut comprendre que l'IA s'appuie sur des données. Les données, c'est ce que nous produisons de manière intime. Et chaque seconde de notre vie, nous mettons dans le bassin commun nos propres données, en lisant, en allant sur Internet, en téléphonant, en regardant des émissions. On produit des données qui sont des particules de ce que nous sommes, en vérité. Et tout ça est aujourd'hui embrassé par les algorithmes pour pouvoir produire des solutions. Des solutions de pensée, des solutions graphiques, des solutions, etc. À tel point que l'IA reproduit des visages, reproduit des voix, etc. Donc l'IA puise dans nos particules, si je prends une expression qui n'est pas tout à fait juste, mais c'est pour bien faire l'image, nos particules intimes pour réinstaurer une nouvelle réalité virtuelle, mais qui est une réalité perçue. Donc cette méthode qu'on appelle algorithme permet de mettre ensemble, de façonner des idées, des concepts, mais tout seul, sans... Exactement. Ce sont des choses qui ont pu exister, qui émanent de nous, mais qu'ensuite, dont la machine s'empare. Elle s'empare, et avec le process learning dont elle est capable, parce que c'est le principe même de l'IA, elle apprend, elle auto-apprend, et elle développe ses propres solutions par elle-même, et elle devient de plus en plus autonome de ce que nous sommes pour prendre des chemins qui sont ses propres chemins. Et donc là, il y a un vrai risque. Il a raison quand il dit il y a un risque sur les droits humains, parce que ça va nous mener où? Ça peut nous emmener dans des sentiers. Mais il n'a pas de solution. Il alerte simplement. Alors, il dit qu'il faut créer une loi pour contrôler tout ça, parce que les algorithmes aujourd'hui, il suffit qu'il y ait un petit vice dans un algorithme pour qu'une solution d'IA devienne, par exemple, violente ou raciste, ça peut aller très loin dans les dérives. Et donc, il y a aussi des lois qui peuvent être prises pour contrôler les algorithmes. Et puis, j'imagine que, oui, il faut réglementer maintenant. On est dans la mesure où il y a un monde nouveau
qui se façonne avec l'IA, eh bien ce monde-là, il faudrait commencer à y mettre quelques barrières, quelques contrôles. Je souhaite du plaisir aux législateurs. Oui, Eddie? Je voulais souligner que toutes nos réflexions sont quand même très occidentalo-centrées. Certainement. Le moteur thermique dans Oui. 12 ans. Oui, mais je vais te répondre, pas Ok, le moteur thermique, les problèmes démographiques, l'intelligence. Bon, au fond des villages indiens ou chinois ou du Bangladesh, je ne suis pas sûr que le délai soit le même. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Tout à fait peut-être. d'accord. Mais il faut. le processus. Qui nous écoute? Qui nous écoute? C'est pas le Bangladesh, hein? Oui, Non, attends. non. La réponse, c'est pas celle-là. Oui. La réponse, c'est pas parce qu'on fait certainement, comme il dit, qu'on traite de problèmes occidentalo-centrés. Non, je crois pas. C'est une préoccupation. J'avais les chiffres de Martiniquais qui pratiquent les réseaux sociaux. Je vais les retrouver. Mais Oui. c'est 70%. C'est bien ce que je dis. Oui, Non, mais on est. Ouais, en fait, non, mais sans ça, attends. oui. N'exclus pas le fait. Moi, je n'exclus pas le fait que les Martiniquais sont des Occidentaux. Ok. Mais oui, je parle à nos frères Et je te réponds, chinois et indiens. ils ont une particularité, c'est qu'ils aiment bien le conflit social. Parle-nous du conflit de l'EDF. Le conflit d'EDF en Guadeloupe. En Guadeloupe, faut quand même le. Et comme nous sommes occidentalo écoutés en Guadeloupe, Oui, absolument. je salue, j'en profite pour saluer nos frères guadeloupéens. Alors, ce conflit, c'est typiquement du management en décalage et du management antillo-guyanais. Oui. OK? Oui. À la fois par ses conséquences économiques, il faut rappeler un chiffre. Quand l'économie s'arrête, en Martinique, hein, les chiffres guadeloupéens sont similaires, parce que le produit intérieur brut, donc la richesse créée est similaire, c'est 10 milliards. Alors, soit on le prend sur les ratios sur le PIB, donc la richesse créée, soit sur ce qu'on appelle l'ensemble des flux. L'ensemble des flux en Martinique, c'est 65 milliards d'euros par an. C'est ce que les gens dépensent. Si on s'arrête une journée, ça représente à peu près 250 millions d'euros. Donc, quand vous mettez une économie à l'arrêt, Une semaine. là, c'est pas une semaine, c'est 2 mois et demi. 2 mois et demi. Bon, vous imaginez bien qu'on n'est pas en dizaines de millions d'euros ou en milliers d'emplois menacés. On est sur des milliards d'euros et le milliard d'euros qu'il va falloir récupérer, ça va prendre un temps fou. C'est comme 2009. 2009, c'est 6 milliards d'euros perdus en 34 jours. OK ? Et on a vu que pour récupérer, parce que tout le monde est impacté, donc la grève, ce qui est terrible, c'est le droit n'est pas appliqué à EDF. Là, c'est catastrophique. Ouais. Une entreprise emblématique d'un pays démocratique qui n'applique pas des droits sociaux. Pour quelles raisons ? On peut se le demander, mais bien évidemment pour des raisons, à mon avis, de posture, entre guillemets, coloniale. Coloniale. Oui. Puisque nous acceptons. tu peux pas me dire qu'en Martinique, la porte à côté, tu appliques de manière, la même boîte, hein, tu appliques de manière carrée les droits et tu es même en avance, à ce que j'ai vérifié, tu es même en avance par rapport à ce qui se passe au niveau national. Et puis, à 200 km plus loin, la même boîte applique, alors dans une unité, c'est même pas sur l'ensemble. Attends, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que tu dis et ce que je pense. Oui. Les accords bidaux, quand même, n'ont pas existé ici. Parce que là, ça m'échappe. Non, mais j'avoue mon maman. On est en avance. On est en avance. C'est ce que je sur disais. les accords bidaux. Non, mais Au-delà. Cette espèce d'empathie du management, on va dire, collaboratif existe dans une filiale et pas dans une autre. Pas dans l'autre. Et c'est bizarre. Mais Donc c'est ça le problème. C'est Ok. tout. C'est d'abord des problèmes de personnes, puisque à la fin, ce qui est génial dans cet accord, bon, disons à nos téléspectateurs qui n'ont peut-être pas suivi le truc, que globalement, il y a une signature. Et à la demande du ministre, avec l'appui du préfet de Guadeloupe, EDF finit par dire, bon, écoutez, on va vous filer 500 000 euros de déménagement. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a un mec qui dit, les frères, Zotfed nous paie milliards d'euros pour 500 000 euros. C'est une plaisanterie. Et effectivement,
C'est ça qui est dans nos environnements, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui devrait être rationnel devient totalement irrationnel. Ubuesque. Et les gens ne comprennent pas comment ça peut exister. Mais en fait, c'est le reflet de nos façons de gérer nos crises, très locales, très particulières, très exotiques, qui échappent à toute forme de logique. Mais en réalité, c'est nous dans notre quotidien qui échappons à toute forme de logique, hein, dans plein de domaines. Mais bon, on n'est pas là pour en débattre. On peut toujours se dire que c'est moins grave qu'à Kiev. Oui, mais on ne va pas sortir les bazookas pour régler un problème de petits chefs. Alors donc, si j'ai bien compris, le syndicat calculait à 50 000 € la dotation à accorder à chaque agent. À chaque individu. Chaque individu. Et quand on fait la division de la somme concédée par EDF, on voit qu'ils auront chacun, parce que les 106 agents auront chacun 5 000 €. Voilà. Donc il y a un manque à gagner de 45 000 €. Donc bonjour la grève. Non, Bonjour les prochaines grèves. les prochaines grèves, parce que à la fois la direction d'EDF et les syndicats disent bon, Mais on les a signé prochaines un accord parce que ils mettent ces pressions là nous, mais on va se retrouver devant les tribunaux et chacun se réserve le droit de contester le contenu de l'accord devant les tribunaux. Exact. Fantastique. Exact. Mais la population était contre eux, contre les syndicats. Ouais, peut-être, mais ça. Parce que les coupures d'activité, ça devenait impossible. Bon, bref. L'Église ne remet pas en cause le carnaval. Grosse nouvelle que je vous donne. C'est moi qui vais traiter ce sujet. C'est l'extrait d'une ou d'une interview. Qu'est-ce qu'on dit? Un interview, les deux, d'un curé qui s'appelle le Père Eddy. Il explique que dans le calendrier liturgique, il est inscrit Mardi Gras. Donc l'Église reconnaît l'existence du carnaval. Ça veut dire que de tout temps, pense-t-il, le carnaval existait? Et c'est vrai, on voit bien les bacchanales et autres, on voit bien... Le dictionnaire historique de la langue française révèle que le mot carnaval vient d'un mot italien du XIIIe siècle qui signifiait ôter la viande, autrement dit achever la viande, parce que le carnaval était précédé d'une période de libation, on festoyait. Et le sens premier du mot a donc pu être entrer en carême. Puis, veille de l'entrée en carême, caractérisée par, comme je vous le disais, les ripailles de toutes sortes. Le Mardi Gras donnait le temps aux gens de finir les restes de viande. On continuait. C'était un jour où on continuait, mais ça veut dire, attention, ça va bientôt se terminer. Et le mot carnaval, donc, nécessairement vient de là, historiquement. Le côté festif, l'Église l'assume. L'Église assume, contrairement à ce qu'on peut croire, même si pendant le carnaval, il y a des retraites de jeunes, des retraites de vieux, c'est leur droit le plus absolu. Mais le côté festif du carnaval est assumé par l'Église dans des formes raisonnables, des formes, je ne veux pas qualifier, parce que le carnaval cette année, on l'a tous vu, était excessivement correct. Esthétiquement et aussi moralement, s'il y a une morale, si ça existe encore, si le mot existe encore dans le dictionnaire. Mais elle nous propose, dit le Père Eddy, c'est l'extrait d'une interview de Frassanti, propose une autre manière de terminer la fête, la viande, la fête, en offrant aux fidèles un temps d'intériorité. En offrant aux fidèles ces 40 jours, un temps d'intériorité. Sauf s'ils font comme il dit, ils commencent ce carnaval, ils commencent le carême avant et puis le mercredi gras, le carême est fini. Et alors maintenant, le mercredi des cendres, l'Église consent, parce qu'à une époque, souvenez-vous, que la messe des cendres était célébrée le vendredi. Maintenant, ça s'est terminé. Maintenant, il y a une sorte de rationalisation, de normalisation des choses. Elle est faite le mercredi parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Mais on a une dérogation alors. On a une dérogation qui a existé. Oui. Mais malgré tout, elle tend à disparaître puisque ça n'est que nulle part. C'est le premier jour du carême dans le monde entier, sauf en Martinique, on continue. Mais malgré tout, cette année, toutes les messes des cendres qui signifient l'ouverture du carême ont été faites le mercredi. Mercredi décembre pendant que les gens dansaient. C'est une décision de M. Macaire. Hein. C'est une décision de M. Macaire. Dit-on, mais c'est à contrôler. Monseigneur. Pardon. Il a le droit, dit monsieur. Nous sommes en République. Monsieur. Il a le Tu es en train de parler de carême et tout. Il a le droit. Non, je lui concède ça. Non, nous sommes en République. Nous sommes en République. On peut l'appeler monsieur. Et tout ça, il ne répugnerait pas à être appelé monsieur. De temps en temps. Ça le rassurait. Il y a des spécificités qu'on a respectées, on vient de le dire. Et en tous les cas, pour l'Église, le carême commence le mercredi matin. Pour un mercredi gras, ça ne veut pas dire que pour cela que je suis un mauvais chrétien, que je ne compte pas rentrer en carême, mais que simplement, là, bon toujours, mon carré rester dedans. Et l'Église, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle a été, avant que M. Macaire ait décidé que tout, j'ai fini, que bon, la vie est difficile, on peut encore traîner un petit peu dans
les ripailles du carnaval. Ça peut être admis. Il n'y a pas non plus de mi-carême dans le calendrier liturgique. J'anticipe sur l'émission qu'on fera dans un vue. Ça n'existe pas. Et le Père Eddy vous explique que le carême n'est pas en soi une souffrance. Donc on n'a pas besoin de marquer un temps d'arrêt, d'arrêter de souffrir, puisque c'est un moment au contraire de délectation, de la méditation, de la réflexion, et que donc on peut le faire si on veut, parce qu'on est libre, on a son libre arbitre, mais qu'en tous les cas, tout a un prix, même la transcendance, conclut le Père. Avant de rejoindre, je prends l'extrait de l'article, avant de rejoindre le groupe des jeunes pour le déjeuner, parce qu'il menait un séminaire de jeunes pendant le carnaval. Voilà. J'ai traité mon sujet, sans trahir l'interview de Père Eddy. Petit jingle pour qu'on passe aux actualités, aux vraies actualités. Il faut avoir des pensées positives. Alors, vous savez qu'il nous reste 21 minutes, me fait remarquer la technicienne en chef. On va traiter du rejet de l'index senior. Le rejet de l'index senior, c'est un sujet qui a été rejeté, mais il fallait quand même. Je pense que personne n'a compris. Même ceux qui l'ont rejeté n'ont pas compris ce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est exactement. Est-ce que c'est possible de le faire en 3 minutes ou 4 minutes? Mais en ce qui me concerne, regarde, tu peux vérifier. Hein. Dans la réforme de la retraite, il était prévu que, compte tenu du constat que la France emploie moins de seniors que les autres pays de l'Union européenne, les seniors étant de 55 à 64 ans. Il fallait donc trouver une mesure pour pouvoir faire en sorte que les seniors travaillent plus longtemps. Donc dans cette loi, on a introduit un dispositif qui oblige les entreprises à embaucher, à publier un registre dans lequel elles indiquent les mesures à prendre pour l'employabilité des seniors. Et cette disposition a été retoquée par le Parlement qui ne l'a pas votée. Alors il faut dire que ni le MEDEF, ni les syndicats n'étaient... Le MEDEF était opposé, les syndicats étaient réservés. Mais la raison, c'est pas ça. La vraie raison, c'est qu'il y a une note du Conseil d'État qui a signalé que cette mesure risquait de ne pas être acceptée par le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que le gouvernement a choisi de placer la réforme des retraites dans ce qu'on appelle un dispositif qui est la modification de la loi sur la sécurité sociale. Ce qui fait qu'il est enfermé dans l'obligation que ce soit le budget de 2023 qui soit impacté par cette réforme, ce qui n'est pas évident pour la question de l'index des seniors. Et donc, par conséquent, il y a beaucoup de députés qui ont voté contre. Maintenant, étant donné que le gouvernement a choisi aussi un autre dispositif qui fait que la loi doit être votée dans un délai qui est un délai contraint de 50 jours. Comme on n'a pas fini, ça passe au Sénat. Le Sénat va commencer à l'organiser. Mais ça veut dire que l'article qui n'a pas été adopté à l'Assemblée nationale, il revient au Sénat. Et que le Sénat peut parfaitement de l'adopter. Alors, il y a des pourparlers à l'heure actuelle, puisque le Sénat, c'est une majorité de centristes et de droite, pour essayer peut-être de modifier. On parle d'un CDI senior avec dispense de cotisation pour l'employeur. Donc, par conséquent, on ne sait pas ce que ça peut donner parce qu'il y a tout un tas de possibilités, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Pendant qu'on balaye les questions de retraite, Emmanuel, j'ai lu en bouquinant là-dessus qu'à un certain moment de notre histoire, les ouvriers ont eu la témérité de vouloir gérer leur retraite, des retraites autogérées. Oui, l'histoire des conquêtes sociales s'est faite d'abord par la volonté des salariés eux-mêmes et de leurs syndicats. Alors, plutôt que de parler de retraite, il faut plutôt parler des caisses de solidarité, de santé, etc. Parce qu'en vérité, à cette époque-là, on parle du XIXe siècle, la retraite n'existait pas. On travaillait jusqu'à la mort. Donc la retraite, c'est finalement une invention assez récente. Et elle a commencé à apparaître dans les esprits quand l'espérance de vie s'est développée et quand le travail on a mis des limites au temps de travail. Mais c'est assez récent, en fait. On parle là du XXe siècle. Hein, c'est pas... Ouais. Donc l'idée même de retraite autogérée, même si une certaine littérature en parle, elle n'a pas réellement existé. Sauf au moment de la sécurité sociale, 1945, après la guerre, où là, ce sont bien les syndicats et le patronat, je crois que c'était 3 parts syndicales, 1 part patronale, pour pouvoir
organiser les caisses, les caisses de solidarité, aussi bien par branche d'activité que par commune. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois régionaliser les choses. Bon. Mais là encore, c'était un temps où les salariés, finalement, menaient leur vie entière dans la même entreprise et dans le même emploi, et parfois dans le même bassin géographique. Et c'était un temps où, là encore, la retraite n'existait pas vraiment, puisque l'espérance de vie, alors je n'ai pas les chiffres, mais Eddy pourra nous confirmer, mais à l'époque, en France, elle devait être de l'ordre de 60 ans. Donc l'idée même de retraite n'était pas une espérance réellement portée par la population. C'est venu bien après. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on pourrait revenir sur cette autogestion aujourd'hui? Parce qu'effectivement, et comment on pourrait le faire? comment on pourrait le faire? Parce qu'on entend dire, c'est pas très logique. Un, je cotise. Et deux, c'est l'État qui décide qu'on doit faire de ma cotisation. Donc on peut comprendre que c'est pas très... Mais, sauf qu'à un moment donné, il faut bien un arbitre qui garantisse l'égalité. Je rappelle que le principe d'égalité est quand même inscrit au fronton même des emblèmes du drapeau français, liberté, égalité, fraternité. Ouais. Et donc les valeurs d'égalité obligent aussi à niveler d'une certaine manière. À harmoniser. À harmoniser, oui, tu as raison, à harmoniser plutôt les choses. Parce que si on reste dans une logique d'autogestion aussi bien régionale que par branche d'activité, il y a des métiers qui sont plus riches que d'autres, il y a des régions qui sont plus riches que d'autres, et donc il y aurait eu des inégalités énormes, inacceptables. Et puis il y a aussi le fait du chômage. Aujourd'hui, il y a quand même 3 millions de chômeurs en France. Ces gens-là ont droit à une solution de retraite également, donc ça doit être pris par une solidarité nationale. Et je vois pas d'autre solution finalement que l'État pour pouvoir garantir cette homogénéité. Très bien synthétisé. Avec la même précision, Eddy va nous parler d'un régime qui s'est amélioré, c'est le régime des parlementaires, le régime de retraite des parlementaires. Ouais, c'est les mecs qui votent des lois qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes, quoi. Pas tout à fait, en fait. C'est radical. Faut arrêter. Des privilégiés. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est dans un pays d'égalité, c'est ça, mais pas de fraternité, ou l'inverse, de fraternité, mais pas d'égalité. Il y a des régimes spéciaux, et parmi les régimes spéciaux de retraite, alors l'un des objectifs de Macron, c'est d'éliminer, c'était l'un des objectifs, mais évidemment, il a échoué totalement, puisqu'il a face à lui des Français. C'était d'éliminer les régimes spéciaux, et l'un de ces régimes spéciaux, c'est le régime de retraite des parlementaires. Alors, il y a même pas un régime, il y en a même deux. Le régime des députés et le régime des sénateurs. Ouais. Le plus avantageux, c'est celui des sénateurs, bien évidemment. Ouais. C'est les mecs les plus riches de France, entre guillemets. Alors, bon, il y a un certain nombre de réformes qui sont en cours. Il y a même une volonté à l'intérieur même de ces institutions de se rapprocher du régime commun, qui est celui de la fonction publique. Je vais quand même vous donner les chiffres, parce que bon, on se dit, les pauvres, on ne peut pas leur enlever ça, puisqu'ils gagnent déjà bien leur vie, très bien leur vie. Il faut quand même rappeler qu'ils sont écrêtés. Ils ne peuvent pas gagner, toute fonction confondue, plus de 8 000 € net par mois. Okay, donc, cette espèce d'accumulation... alors, sur des fonctions électives, hein, par contre, ils peuvent toucher un peu d'argent à droite, à gauche. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une surveillance accrue. D'ailleurs, plusieurs députés se sont fait prendre la main dans le pot de confiture. Mais revenons à la retraite. Grosso modo, pour un député avec une espèce de surcotisation va toucher 2 700 € par mois. Mais au bout d'une mandature, c'est un peu moins. Au bout de 2 mandatures, il peut arriver à 2 700. Donc ceux qui se font battre, bon, mais touchent malgré tout. Et les sénateurs, eux, c'est au bout d'une mandature, ils sont à plus de 3 000 € net par mois. Alors on s'imagine que les petits qui gagnent moins de 1 000 € par mois doivent fulminer. Et surtout,
bien évidemment, ils n'attendent pas 36 ans pour avoir leur retraite à taux plein, entre guillemets. C'est dès la fin du mandat qu'ils commencent à toucher. Le premier mois, ils commencent à toucher. Alors bon, au-delà des détails techniques de tout ça, la France est quand même à la somme affolante du cumul des spécificités. Et je souhaite le courage le plus grand et le plus absolu à celui qui va vouloir mettre fin à l'ensemble de ces spécificités. Parce qu'il y a les parlementaires, mais il y en a bien d'autres. Je parle des régimes spéciaux, en particulier les journalistes. Donc, je vais me faire taper dessus. Arrête. Petit jingle pour passer au sujet de société. Christian, on parle de problème récurrent, c'est lui du racisme. Dieu soit loué. Il est moins aigu en Outre-mer qu'en métropole. Oui, déjà. Histoire oblige. Hein, ouais. Melting pot, nous sommes la préfiguration du métissage mondial. Hein. Voilà. La créolisation. La créolisation du monde. Mais c'est vrai que le CRAN, qui est, rappelons, le Conseil des associations noires, a considéré effectivement que 91% des Noirs ou Métis se disent avoir été victimes d'un acte de discrimination ou racisme. C'est quand même beaucoup, hein, 91%. Alors, les questions qui sont posées, où rencontrez-vous le plus souvent des discriminations liées à votre couleur de peau? Ou encore, combien de fois êtes-vous fait contrôler par la police? Enfin, ces deux questions, si vous voulez, cumulent un certain nombre de réponses qui font effectivement que 91% des gens se considèrent comme dans une situation de discrimination. Voilà. Il faut quand même préciser que ça s'appuie sur une enquête de l'Institut de sondage Ipsos. Hein? Tout à fait. C'est pas seulement des écrivations du monsieur du CRAN. Ok. Ben, je crois que là-dessus, on peut être triste, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est quand même assez. On peut espérer qu'un jour, toutes ces turpitudes de l'humanité vont disparaître, mais enfin, ne nous illusionnons pas, n'est-ce pas? Ben, il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est qu'en Outre-mer, alors je ne sais pas si Outre-mer, est-ce que les personnes noires se sentent discriminées? Il faudrait creuser, il faudrait voir ce sondage, ou est-ce que les Blancs ici se sentent aussi discriminés que sont les Noirs là-bas? Mais peut-être, il ne faudrait peut-être pas aborder cette question, parce qu'elle est trop délicate. Alors, passons un petit peu à la musique, si vous voulez bien. D'abord, Grégory Privat à Radio France. Ben, c'est très sympathique de voir cet itinéraire de cet artiste, hein, qui, rappelons-nous, est ingénieur. Il a fait une formation d'ingénieur, mais la musique l'a tellement possédé. Ouais. Et depuis une dizaine d'années, Grégory Privat, il monte les escaliers. Ouais. Quoi. Alors, à Radio France, il a d'ailleurs fait un concert qui a été, en fait, ça a été la célébration du premier film romantique de l'art muet, qui a été tourné en 1927. Qu'il a absolument. Et le concert proposé s'appelait Les Chemins de l'amour. Et Grégory, il a arrangé des compositions, il a développé des chansons originales, il a fait des arrangements. Et puis, il a eu une chorale quand même assez ça se passe à la Maison de la Radio, assez costaud, quoi. Et je crois qu'il a fait un concert qui est remarquable. Je suis très fasciné de voir sa simplicité, son talent, mais son ancrage également sur son territoire, et puis ce langage du jazz universel qu'il porte au monde. Quoi. Il est le fils de qui? De José, merci. José Privat. José Privat, qui est le pianiste des Malavoie, et aussi qui est un homme très charmant, très, très, très bon, qui joue en trio, qui a fait des albums. Et voilà. Et Grégory Privat, je crois que c'est un exemple qui voulait à suivre, quoi. Et la Martinique doit connaître, à mon avis, le produit de cette terre, qui aujourd'hui a ce formidable développement international. Et pour reprendre la formule d'Eddie Majo, une terre qui produit une telle musique ou de tels musiciens, oui. Mais voilà, extraordinaire. Je n'ai pas oublié. Il faut le rappeler, cette émission est spécialement dédiée aux hommes politiques qui évitent de trouver des solutions. Tiens, parlons d'un disparu, mais qui était extraordinaire, c'est Francisco. Ah ouais, c'est un homme extraordinaire, Francisco. Charles Denis. Beaucoup de gens. Alors, c'est marrant parce qu'on dit c'est Francisco,
Son nom, c'est Charles Denis Charles. Son nom, c'est Charles. Ouais. Et le prénom, c'est Denis Franjeux, quoi. D'ailleurs, vous savez, à la SACEM, quand j'étais à la SACEM, Ah oui, d'accord. C'est pas Charles on a Denis, cherché effectivement son nom. Parce que même aujourd'hui, vous allez sur le SACEM Les Œuvres, vous faites Charles Denis, vous ne trouvez pas. C'est quand vous faites Denis Charles. Voilà. Et puis, pour l'anecdote, son pseudonyme Francisco. Vous savez qu'à la SACEM, on vous identifie aussi par vos pseudonymes. Mais on ne peut vous accorder le pseudonyme que s'il est, comme on dit, disponible. S'il n'est pas encore utilisé par beaucoup d'autres. Et quand, de mon temps, j'ai voulu effectivement demander le pseudonyme de Francisco, on m'a dit qu'il n'était pas disponible. Il y avait beaucoup de Francisco. Ça, c'est anecdotique, quoi. Ouais, mais intéressant. oui, mais enfin, je vais parler trop de le détail. Il nous a laissé à l'âge de 80 ans, Francisco. Il est allé partout. Il est allé au Canada, il est allé en France. En même temps, il a restauré le tambour. On vous dit que c'est lui qui a démystifié le tambour pour l'amener dans les espaces foyalais et pour faire en sorte que le tambour soit un élément de la constitution un petit peu identitaire. On va déjà écouter un premier titre de lui, merveilleux, Martinique magnifique. Il a chanté beaucoup son pays. Martinique, magnifique, Martinique, poétique, me fallut-il partir pour mieux te découvrir et mieux te ressentir, pour oser te décrire la générosité et l'hospitalité, les premières qualités du pays où je suis né. Francisco, c'est la tradition martiniquaise, mais mêlée d'empreintes latines. Vous savez qu'il a toujours été très sensible à la musique latine. Francisco, c'est un génie de la biguine. Francisco a été un animateur au pair, il a été judoka, il a été professeur de judo, il a été grand séducteur, c'est un showman éblouissant. Il a fait un petit peu, je ne dirais pas qu'il a fait le tour du monde, mais il a travaillé au Venezuela, à Puerto Rico. Et donc, toute sa musique est empreinte. Et puis, Francisco, c'est un style, costard blanc, mocassin, tu vois, très élégant. On écoute et puis, il a chanté toujours l'amour et le bonheur. On va écouter un deuxième titre qui s'appelle Le Petit Bonheur. Ah oui. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi, chez vous, emmenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. Alors, Francisco, c'est aussi beaucoup d'œuvres importantes. Un répertoire qu'il a laissé à la Martinique, from Martinique d'où Aimer la vie. On vient d'écouter Le Petit Bonheur, mais au Francisco, c'est aussi Soleil du pays, moi. Chez moi, café, moins mal, moins pas ni soleil. Vous connaissez un peu la chanson, j'espère. Oui. Francisco, c'est Caroline. Caroline, Oui, c'est un petit femme guidou. Caroline, qui a fait tout le nom courir. Francisco, c'est un hommage aussi à Mona. Ça en fait nous, monsieur Mona. Donc, c'est vrai qu'il y a un répertoire. Il n'a peut-être pas écrit énormément d'œuvres. L'autre jour, je parlais de Nemo qui avait écrit 171 œuvres. Francisco a une quinzaine ou une vingtaine d'œuvres, mais toutes des œuvres qui ont marqué l'esprit martiniquais. Et puis, c'est la joie de vivre. On va écouter Aimer la vie, si vous voulez bien. C'est la biguine Lélé. Aimer la vie est belle. Aimer la vie est belle. Tant pis pour ceux qui parlent connaître la vie. Tant pis pour ceux qui parlent. Aimer la vie est belle. Aimer la vie. Alors, c'était aussi un pianiste, Francisco. Ouais. Il avait un genre très, très particulier dans son jeu. Et vous avez noté sa voix également. Il a une voix qui est vraiment remarquable. Francisco, il a travaillé dans le tourisme, il a travaillé dans le corps musical. Vous savez que quand M. Darcière était en place, c'est à Francisco qu'il avait confié, avec Joby Bernabé, le travail sur le corps musical. Donc, il s'est beaucoup investi dans... Savoir l'aide à Et apporter puis, aux il est resté malade
pendant longtemps. Et ça m'avait fait un choc parce qu'il m'avait dit un jour, Christian, moi je n'ai eu que de bonheur dans ma vie. Vous voyez? Et de le voir alité pendant 10-15 ans, c'était quand même assez touchant. Mais il y a eu beaucoup de manifestations de soutien à Francisco. Voilà. Et puis Francisco, c'est Femme Martinique Doux. Très rapidement, Femme Martinique Doux, je parle aussi de mon ancien métier. J'avais découvert que Francisco avait signé une édition sous Femme Martinique Doux où il touchait qu'à peine 25% de ses droits. Parce qu'un jour à Porto Rico, il avait signé une maison d'édition. Après, cette maison d'édition a revendu son fonds de catalogue à une maison américaine, qui a revendu à une maison irlandaise, enfin des choses comme ça. Et il a fallu la collaboration de l'actuel délégué de la SACEM, Emmanuel Brunch, qui est allé avec moi à plusieurs reprises chez Francisco pour capter tous ces éléments-là, et elle est intervenue pour renégocier les contrats afin que Francisco rentre dans ses droits. Je raconte ça très rapidement, mais ce sont des petites anecdotes. C'est important. Absolument. Et on va terminer avec Femme Martinique Doux, précisément, qui est la chanson véritablement de notre pays, et qui est interprétée par un groupe japonais. Ouais. Donc on voit aussi que Francisco, c'est le monde. Femme Martinique Doux, you're belle, you're jolie, you're toute chante, you're toute agaçante. Femme Martinique Doux, you're belle, you're jolie, you're toute chante, you're toute agaçante. Sauka didi sa, Martinique, c'est plus belle pays. Sauka didi sa, Martinique. Alors les intimes Remarquable, l'appelaient hein? Papito. Et c'est un homme qui me laissera un souvenir inoubliable. Et juste de manière personnelle pour vous dire que j'étais notamment frappé parce qu'un jour je partais à Puerto Rico et c'est ce jour-là, quand je suis arrivé à Saint-Martin, que j'ai appris que Francisco nous avait laissés. Voilà, c'est un petit souvenir comme ça, beaucoup d'émotions. Avant que de conclure cette émission, je vais évoquer des souvenirs parce que Marius Cultier, Francisco, ces gens-là ont bercé mon enfance. C'était des amis de mon père. Ils passaient des après-midi à écouter de la musique. Francisco a dansé, a tiré au fusil à plomb dans la cour de la maison. Enfin bref, c'était des souvenirs extraordinaires. Et Francisco et ses chiens. Francisco était un amateur de chiens. Oui. Et Francisco a même enseigné au lycée Chelcher l'éducation physique. Oui, là, absolument. Nous avons fait une émission, je crois, correcte, n'est-ce pas? Oui, vous êtes d'accord? Vous avez dit très bien, je vous remercie. Je remercie nos téléspectateurs pour leur fidélité, l'équipe technique, Mehdi, Giovanni, David, et puis aussi Max, Flore. Je remercie M. Barajo d'être présent parmi nous, de nous faire l'honneur d'être là. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et remercions et félicitons à nouveau notre ami Christian, dont c'est l'anniversaire. Donc c'est l'anniversaire. Et qui va nous offrir le champagne tout à l'heure. À la semaine Non, prochaine. de l'autre coco. À bientôt.